Oublie tout ce qu'on t'a dit sur Linux et le terminal. On est en 2026. Si tu sais utiliser Windows, tu pourras utiliser Ubuntu. Dans 30 minutes, ton PC sera prêt. Tes favoris seront réinstallés. Tes fichiers seront récupérés. Tu auras installé ton imprimante et tout ça dans une interface moderne, sans taper une seule ligne de commande et sans ouvrir le terminal. C'est le dernier épisode de notre série pour installer Linux. Si tu n'as pas vu les deux autres, je te mets les liens dans la description. Alors prends ton PC et je t'explique. Si tout s'est bien passé, tu as installé Ubuntu et maintenant tu as la première page qui te permet de te connecter. Il suffit de taper ton mot de passe et tu rentres dans Ubuntu. On fait une première découverte ensemble. Tu vois que le bureau il est un petit peu différent de ce que tu auras dans Windows, mais c'est pas grave, on va retrouver tous les éléments ensemble. Premier élément à découvrir, c'est ici en haut à droite. Tu vois qu'il y a des petits boutons. Si tu cliques dessus, le premier bouton c'est pour éteindre ton ordinateur ou le mettre en veille ou le redémarrer, voire fermer ta session. Le deuxième bouton, c'est juste pour locker ton ordinateur si tu dois t'absenter. Le troisième bouton, la petite roue crantée, c'est le bouton pour accéder aux paramètres. On verra ça plus tard. Ce bouton-ci, c'est pour prendre une capture d'écran. Ensuite, tu as le bouton de volume. Ici, le bouton pour régler la consommation d'énergie de ton PC. Ici, c'est le réseau. Moi, je suis sur un réseau filaire, mais si tu avais le Wi-Fi, tu aurais ta connexion Wi-Fi qui est ici. Tu peux cliquer sur la petite flèche, éventuellement vérifier si tu es sur la bonne connexion. Si tu veux aller plus loin et voir les paramètres de réseau, tu peux cliquer sur paramètres. Ici, c'est paramètres filaires, mais toi, tu auras probablement paramètres Wi-Fi. Et tu vois qu'on peut aller très très loin dans les configurations pour aller vérifier l'adresse IP par exemple. Mais ça, je vais déjà un petit peu trop loin. C'est pour te montrer qu'on peut faire exactement la même chose dans Ubuntu que dans Windows. Je continue, tu as le style sombre. Ça, c'est un petit peu le choix. Il y a des gens qui préfèrent avoir du noir avec des lettres blanches ou le style clair, du blanc avec des lettres noires. C'est ton choix. Ça existe aussi sur Windows. Ici, tu as éventuellement une petite notification. Tu vois que moi, il demande de redémarrer mon système. C'est parce qu'il y a une mise à jour automatique et je devrais le redémarrer. Je ne vais pas le faire tout de suite. Au milieu, on a la barre avec l'adresse. C'est ce que tu connais en bas à droite dans Microsoft avec le calendrier. Si tu cliques dessus, tu vas avoir le calendrier et tu vas aussi avoir des notifications de son système. De nouveau, c'est comme avec Windows, c'est les notifications que tu as en bas à droite dans Windows. Tu peux choisir de fermer une notification si tu le désires. Deuxième élément important d'Ubuntu, c'est le dock. Donc le dock, c'est l'endroit où tu vas placer tes applications. Il y a un certain nombre d'applications qui sont déjà là par défaut. S'il y en a une qui ne t'intéresse pas, mais il suffit de cliquer droit dessus. Tu fais désépingler et elle disparaît de ton dock. Si par contre, il y a une application qui t'intéresse, une fois que tu l'as lancée, l'icône va apparaître, tu cliques droit dessus et tu verras ici que tu peux épingler. Tu vois par la même occasion que si une application est lancée, il y a un tout petit point blanc qui apparaît à côté pour te dire qu'elle est active et que ce n'est pas juste le lien. Si tu as deux fenêtres ouvertes, tu verras qu'il y a deux petits points rouges pour te dire qu'il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes de la même application. Troisième élément, c'est le bouton ici en bas pour démarrer les applications. C'est le launcher d'applications. Tu cliques dessus et ici, tu vas voir la liste de toutes tes applications. Ça fonctionne plutôt comme ce que tu peux connaître sur un smartphone, c'est-à-dire que ce sont des icônes. Si tu veux déplacer, tu le cliques dessus, tu le déplaces, tu le fais glisser, tu peux le faire changer de page. Par exemple, si tu dis non, je veux qu'il soit à la deuxième page, tu vas le déplacer là. Tu peux aller à l'autre page qui est ici. Si tu veux combiner des applications, mais tu dis ah mais les caméras c'est un accessoire, tu le prends et tu le glisses dans l'autre icône. Tu peux éventuellement, si des groupes n'existent pas, mais tu glisses un icône sur un autre icône, il va faire un groupe avec tes deux icônes qui sont ici. Et si tu veux le sortir du groupe, tu le glisses et tu vas le sortir du groupe ici. Le groupe continue à exister. Tu veux sortir le deuxième, on va sortir le deuxième et on l'a récupéré. Alors ce qui est amusant dans Ubuntu, c'est que le bureau que tu vois ici, il est multiple. Et donc, si tu appuies sur la touche Windows, si tu as un clavier Windows, ou la touche commande si tu as un Macintosh, tu verras le bureau se retrécir un petit peu et tu vois que sur ta droite, tu as un deuxième bureau. Si tu cliques dessus, il va basculer de l'un à l'autre. Tu vois pas très bien la différence, mais je vais reprendre le premier bureau et je vais lancer une application. Je la mets bien au milieu, j'appuie sur Windows. Et tu vois que si je clique à droite, tu recliques et j'obtiens un bureau tout vide. Je vais démarrer une autre application que je vais mettre ici sur ce bureau-là. Je vais la réduire un petit peu comme ça on le voit bien. Je rappuie sur la touche Windows et maintenant tu vois clairement qu'il y a un premier bureau ici avec l'application LibreOffice. Et ici en haut, tu vois que tu peux naviguer sur tes différents bureaux. Et si je clique sur celui-ci, je suis dans le premier bureau où il y avait uniquement la première application. C'est très sympa si tu travailles beaucoup d'applications, tu peux les stocker comme ça. Au premier bureau, tu mettrais tes mails, tes fichiers, etc. Deuxième bureau, tu mets tes applications au traitement de texte. Troisième bureau, tu mettrais plutôt tes applications au tableur. Tu choisis un petit peu la façon dont tu veux organiser tes bureaux. Tu peux en mettre plusieurs, c'est pas limité à 3.
Et ça, c'est un truc qui est sympa dans Ubuntu. Alors, tu verras parfois, si tu commences à utiliser ça, il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, ici, tu vas te dire, bah, tiens, j'ai aucune application sur mon bureau. Je vois qu'ici, il y a 2 petits points rouges. Ça veut dire qu'il y a bien une application qui est en cours quelque part d'autre. Et ça, tu peux le voir ici aussi au-dessus. Tu vois qu'il y a plusieurs bureaux actifs. Si tu cliques dessus, c'est la même chose que le bouton Windows. Et là, tu verras que tu as une autre application qui tourne. Tu peux y aller et tu fermes cette application-là. Si tu veux utiliser ça, il faut juste un petit peu d'habitude pour jongler entre les bureaux, mais ça peut être très efficace pour bien séparer les différentes fenêtres qu'on utilise et pas avoir tous ces icônes qui transitent partout. Autre chose sympa aussi, si tu prends une application quelconque et tu dis je veux redimensionner la fenêtre, ça fonctionne comme dans Windows 10. Tu prends ta fenêtre ici, donc tu mets ta souris sur la barre au-dessus, tu vois que tu peux la déplacer et si tu la tapes sur le côté de l'écran, tu relâches ta souris, tu vois qu'elle va prendre la moitié de l'écran. Je la reprends, je la tape à gauche, elle va prendre la moitié gauche de l'écran. Et alors si tu la tapes au-dessus, dans un premier temps, elle prend tout l'écran. Et puis si tu restes encore un petit peu, elle va prendre la moitié de l'écran. Donc tu vois, là, je prends la moitié de l'écran. Si je descends vers le bas, même chose, elle va prendre la moitié de l'écran. Et si je reviens vers le haut et que je relâche plus vite, elle va prendre tout l'écran. Donc ça, c'est sympa pour redimensionner tes applications. Un autre truc, si tu as plein d'applications ouvertes, de nouveau, tu appuies sur la touche Windows et tu vas voir que non seulement il te montre les différents bureaux, mais aussi il va te montrer des petites vignettes de toutes les applications qui sont ouvertes. Donc tu vois ici, je voyais qu'une seule application, si je veux aller voir celles qui sont derrière, je dois à chaque fois réduire ou déplacer mes fenêtres. Si tu appuies sur Windows, hop, il va te montrer toutes les applications qui sont ouvertes. Tu peux les fermer comme ça directement ou cliquer dessus, elle vient en plein écran. Première chose qu'on aime bien faire quand on rentre dans un nouveau système comme celui-là, c'est la même chose si tu passes de Windows 10 à Windows 11, ben, tu vas devoir d'abord t'habituer à certains réflexes parce que les boutons ont changé de place. Ici, tu vas devoir t'habituer à Ubuntu, mais ce ne sera pas différent si tu changes de version de Windows. Il y a de nouveau des boutons qui bougent de place, des concepts qui changent. On va aller dans le bouton paramètres. Donc ici en haut, tu cliques sur paramètres. Et on va un petit peu regarder ce qu'on peut régler. Le réseau, on en a déjà parlé. Bluetooth, si tu dois rajouter un composant Bluetooth à ton PC, c'est par ici. Ici, il n'est pas activé, mais pour toi, tu pourrais l'activer ici pour détecter tes périphériques Bluetooth. L'écran, ça te permet de paramétrer la résolution de l'écran. Il n'est pas impossible que la première fois que tu lances Ubuntu, il n'a pas détecté ta meilleure résolution possible de ton PC. Parce que lors de l'installation, il a fait une première détection, ensuite il a mis à jour les drivers, et peut-être qu'il n'a pas mis à jour sa résolution d'écran. Donc ce que je t'invite à faire, c'est, tu regardes le chiffre qui est ici, tu regardes surtout le 16 dixième, ça c'est le ratio entre la largeur et la hauteur. Donc ça, tu dois absolument toujours garder, sinon ça va se déformer. Donc tu cliques sur la plus petite flèche. Tu vois que pour l'instant, moi je suis à 1680 x 1050, donc c'est le nombre de pixels horizontaux fois le nombre de pixels verticaux. Je pourrais monter à 1920 x 1200. Le problème, c'est que si je fais ça, mes icônes seront un peu trop petits pour la vidéo, mais je t'invite à prendre la résolution maximum que tu peux faire avec ton écran. Il suffit pour toi de choisir la résolution là. Et ensuite, tu appuies sur appliquer et il va te montrer ce que ça donne. Et si ça te convient, tu cliques sur conserver les modifications. Moi, je vais revenir en arrière. Ce sera plus joli pour la vidéo. Tu peux aussi faire des mises à l'échelle. Ça, c'est pour agrandir un petit peu tout en fonction de la taille de ton écran. Ça peut être utile dans certains cas. Élément suivant, c'est le son. Donc, si tu as une carte de son, une sortie son, tu auras ici tous les paramètres que tu peux régler pour le son. On ne va pas toucher à ça aujourd'hui. L'énergie, ça de nouveau, c'est pour augmenter la durée de vie de ta batterie si c'est nécessaire. Multitâche, on ne va pas regarder ça, c'est pour plus tard. Apparence, ça c'est le look and feel de ton Ubuntu. Moi je vais rester sur le look and feel classique, mais tu vois ici que tu peux changer la couleur des cadres des fenêtres. Tu peux choisir le sombre ou le clair, ça on l'a déjà vu. Et tu peux changer ta photo de fond d'écran. Et si tu veux rajouter une photo de tes enfants, de ta famille, tu peux ajouter ici une image et changer le fond de ton écran. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est plus sympa sur l'ordinateur que la couronne qui se trouve ici derrière. Le bureau Ubuntu, donc je t'ai montré le fonctionnement de base. La taille, elle est normale. Maintenant, tu peux passer sur des plus petites icônes, par exemple. Si je fais ça, tu vois ici en bas que mes icônes se sont réduites. Donc, c'est les icônes qui sont sur le bureau. Je reviens en taille normale. Voilà, les icônes, ils sont ici. Je vais les remettre un petit peu en place. La position des icônes, par défaut, quand tu rajoutes quelque chose sur le bureau, il va venir ici en bas à droite. Mais tu pourrais très bien dire, comme dans Windows, que tu les veux en haut à gauche quand tu rajoutes un icône. Ça, c'est comme tu veux. Élément important, il te permet d'afficher ton dossier personnel, donc c'est ton répertoire principal. Si tu le décoches, l'icône disparaît, tu le coches et il revient automatiquement. Le dock, donc c'est ce qui est ici à gauche. Tu vois que pour l'instant, il est toujours visible. Donc si tu coches ça, il va masquer le dock par exemple. Si je vais en plein écran ici,
tu vois que mon écran va aller jusqu'au bord ici. Je reviens en arrière, j'enlève masquer le dock. Si je reviens en plein écran, tu vois que le dock reste toujours visible. Donc, en général, tu as assez de place sur ton écran, mais si ton écran est vraiment petit, ça te permet de gagner un petit peu de place sur l'écran. Le mode de panneau, donc tu verras que ici le dock, il va de haut jusqu'en bas. Tu peux vraiment décocher ça. Et alors, il va réduire le dock un peu plus comme un Macintosh, par exemple, ou un Windows. Il ne va pas mettre les boutons aux extrémités. C'est vraiment un choix de visualisation. Tu peux changer la taille des icônes. Si tu as plusieurs écrans, tu peux décider de l'afficher que sur un écran ou sur tous les écrans. Et tu peux changer sa position aussi. Tu peux le mettre en bas si tu préfères la mode Windows. Tu vas le mettre en bas, tu peux le mettre à gauche. Ensuite, tu as les paramètres d'application. Donc ça, c'est pour aller changer les paramètres de certaines applications. On ne va pas y toucher non plus maintenant. Les notifications, on en a déjà parlé. Recherche, c'est vraiment un moteur de recherche. Ici, tu vas pouvoir lui dire dans quoi il va chercher. Donc par défaut, c'est toujours coché, mais tu pourras avoir des applications dans lesquelles tu ne veux pas aller chercher parce que c'est trop compliqué. Les comptes en ligne, on va y revenir plus tard. Ça te permet de connecter ton compte Google ou Microsoft avec Ubuntu. Les partages, c'est plutôt si tu es sur un réseau, donc ça te permet de partager certains répertoires aux autres ordinateurs qui sont sur le réseau. La souris, classique, réglage de la souris, clic gauche-droite, la vitesse, le défilement de la roulette, le sens de défilement. Tu sais que sur Windows et sur Macintosh, on n'a pas le même sens de défilement de la roulette. Ici, tu peux régler sur Ubuntu. Le clavier, tu choisis ton clavier en fonction de ce que tu as, de ta langue et de ton pays. Les couleurs, en général, on ne touche pas, mais c'est pour ceux qui ont vraiment besoin de travailler sur des couleurs très précises sur leurs écrans. Mais il y a moyen de travailler ici sur le réglage des couleurs de l'écran. Et les imprimantes, on verra ça tout à l'heure. Maintenant qu'on a découvert globalement l'interface d'Ubuntu, le bureau, on va commencer à découvrir un petit peu les premiers éléments. Et donc, on commence par les répertoires, les fichiers. Donc, tu cliques ici sur le bouton, ça s'appelle Nautilus dans Ubuntu. Et c'est exactement la même chose que l'explorateur de fichiers dans Windows. Tu as tes dossiers personnels, la liste de tout ce qui se trouve dans tes dossiers personnels. Tu peux les voir sous forme de liste, ou si tu cliques ici, tu les verras sous forme d'icône. Et ici, si tu cherches quelque chose, tu cliques ici sur le petit bouton chercher, tu tapes un mot pour chercher, tu peux changer les paramètres de recherche pour dire ce qu'il doit chercher avec des dates ou le type de fichier, le dossier, etc. Vraiment un moteur de recherche complet pour retrouver tes documents dans Ubuntu. Si tu veux créer un répertoire, tu cliques droite, tu fais nouveau dossier, tu mets le nom, test 2, voilà. Le répertoire est créé. Si tu veux déplacer quelque chose, tu cliques dessus. Ensuite, tu le glisses où tu veux le déplacer. Tu relâches et voilà, le répertoire est déplacé. C'est vraiment comme ce que tu peux trouver partout ailleurs. Alors, petit truc, ici au-dessus, tu vois le chemin complet où tu te trouves. Si tu ne sais plus trop où tu es, tu vois que je suis dans le répertoire test 2. Si je reclique, je suis dans le répertoire test. Et en cliquant ici, je peux remonter jusqu'à mes dossiers personnels. Ça t'évite de devoir cliquer sur la petite flèche 4 fois. Tu retrouves tes dossiers personnels. Tu trouves tous les répertoires classiques, les documents, les images, la musique, les téléchargements, les vidéos et une poubelle. Donc chaque fois que tu effaces quelque chose, ça va dans la poubelle. N'oublie pas d'effacer la poubelle. Clique droite, vider la poubelle. Comme ça, tu as vraiment effacé les fichiers qui sont sur ton disque. La première chose qu'on fait, puisqu'on vient de Windows, c'est de brancher son disque dur. Donc tu vas brancher ton disque dur sur le connecteur USB. Et si tout se passe bien, tu verras ici, va s'afficher le nom de ton disque dur avec le petit bouton d'éjection. Si quand tu branches ton disque dur, il n'arrive pas à lire et tu as le même genre de message que tu vois ici, c'est possible. C'est simplement que tu as tiré ton disque dur de ton PC Windows sans réellement l'éjecter avec le petit bouton en bas à droite avant de tirer le USB. Et donc ce qui se passe, c'est que Windows n'a pas eu le temps d'écrire correctement tout ce qu'il fallait sur le disque, mais ne t'inquiète pas, il y a moyen de retrouver son disque tout à fait normalement. Donc si ça t'arrive, tu cliques ici dans les applications, tu tapes dans la barre de recherche ici en haut, tu tapes disque et tu vois qu'il y a une application qui s'appelle disque. Tu cliques dessus. Tu verras en général deux disques, le disque interne et le disque externe. Tu cliques sur le disque externe et là tu auras une petite roue crantée. Tu cliques sur la roue crantée et tu choisis réparer le système de fichiers. Tu cliques dessus, ça va très très vite. Une fois que c'est terminé, tu verras qu'il y a le petit triangle à côté. Tu cliques sur le petit triangle pour, on appelle ça, monter le disque. En fait, c'est ce que tu fais normalement quand tu branches le disque dans le port USB. Il monte le disque pour que tu le vois. Il s'est interrompu au milieu de l'opération parce qu'il y a eu un problème. Tu dois cliquer sur le petit triangle pour monter le disque automatiquement. Et une fois que c'est fait, tu vas retrouver ici ton disque tel qu'il était. Donc tous les répertoires qu'on avait copiés sur le disque dur externe. Tu te souviens que j'avais fait copier tout ce qui était dans utilisateur. Mon utilisateur s'appelait Jetech. Si tu cliques 2 fois dessus,
tu auras tous les répertoires qui étaient sur ton Windows. Ce qu'on va principalement copier, c'est ce qui était en document. Éventuellement, si tu avais synchronisé avec OneDrive, tu verras que dans Documents, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu vas devoir aller dans OneDrive. Et dans OneDrive, tu vas retrouver ce qui était sur ton bureau, dans tes documents, dans tes images, dans ta musique et tes vidéos. Et donc, tous ces composants-là, tu cliques 2 fois dessus pour voir ce qui était à l'intérieur. Bon, les fichiers .ini, tu n'es pas obligé de les copier, mais si tu as d'autres fichiers, tu les glisses ici dans Dossier personnel ou dans Bureau. Et donc, tu les glisses ici, Documents par exemple. Tu les prends tous et tu les glisses dans Documents. Moi, je n'avais pas grand-chose parce que c'est une version de démonstration pour faire la vidéo. Mais tu verras ici tous tes fichiers et tu les glisses simplement dans Documents. Les autres fichiers qu'on avait copiés, c'était les favoris et les mots de passe des browsers. Donc, ils sont toujours sur mon disque dur externe. Je les sélectionne tous. Pour les sélectionner tous, tu cliques une fois sur le premier. Ensuite, tu appuies sur la touche majuscule et tu cliques sur le dernier. Comme ça, il va tous les sélectionner. Une autre méthode, c'est de rester appuyé sur la souris et de faire un grand cadre pour tout sélectionner. Une fois qu'ils sont sélectionnés, tu les glisses ici dans Documents et tu relâches. Et ils sont ici dans Documents. Alors, un truc intéressant, comme avant de quitter Windows, on avait synchronisé avec OneDrive et on avait synchronisé avec Google, on peut aussi synchroniser Ubuntu avec des comptes en ligne. Tu cliques ici en bas à gauche sur le bouton d'application. Dans la barre de recherche, tu tapes compte et tu verras qu'il y a un paramètre qui s'appelle compte en ligne. On l'avait vu tout à l'heure. Et tu vois que le premier, c'est Google. Donc, tu cliques sur Google. Il va te proposer de t'identifier. Il va ouvrir un explorateur Internet. Tu tapes la même adresse Gmail que celle que tu as utilisée pour synchroniser ton PC Windows. Tu fais suivant. Tu vas devoir mettre ton mot de passe. Et évidemment, il va te demander de valider que c'est bien toi qui as lancé l'authentification. C'est un processus tout à fait normal dans Google. Une fois que tu as validé que tu voulais bien donner accès, tu dois choisir que tu vas synchroniser. Moi, je mets tout sélectionné. Évidemment, il demande des autorisations. On sait ce qu'on est en train de faire, donc on accepte d'ouvrir le lien. C'est le seul moyen de synchroniser. Et tu vois que tu peux encore choisir ce que tu veux synchroniser. Tes emails, agenda, contacts, fichiers, c'est bien ce qui se trouve dans ton Google Drive. Donc, j'ai tout sélectionné. Il suffit de fermer la fenêtre ici. Ici, je ferme toutes les fenêtres. Et ce que tu peux constater maintenant, si tu relances le Nautilus, tu vois qu'ici, il y a un nouveau lien vers ton compte Gmail. Si tu cliques dessus, il va aller ouvrir ton Drive avec tous tes fichiers qui sont sur Gmail. De cette manière-là, tu peux soit y accéder à ce qui est en ligne dans le cloud, soit tu les copies localement sur ton PC, et puis tu peux arrêter la synchronisation si tu veux rester en local complètement. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il semblerait que dans Ubuntu 26, cette fonction de synchronisation ne fonctionne plus. Alors de la même manière, on devrait pouvoir synchroniser les comptes Microsoft. Donc tu vois que ici, dans compte en ligne, tu as Microsoft et Microsoft 365. Il faut plutôt essayer d'utiliser Microsoft 365. Mais malgré toutes mes tentatives, je n'y suis pas arrivé. Donc on va utiliser une autre méthode pour aller récupérer ces fichiers qu'on avait synchronisés dans Microsoft. Je vais te montrer ça dans un instant. Pour aller chercher ces fichiers Microsoft, on va ouvrir Firefox et on va se connecter à Microsoft via l'explorateur Internet. Tu tapes Microsoft Login, il va te proposer de te connecter au compte. Toujours bien vérifier que tu es sur Microsoft évidemment. Tu choisis se connecter, il va te demander ton compte. Une fois que tu es identifié, tu dis rester connecté, comme ça tu ne dois pas le refaire si tu te reconnectes dans les minutes qui suivent. Et une fois que tu es connecté, tu peux cliquer ici en haut à gauche sur le gaufrier. Tu peux aller chercher OneDrive, tu mets se connecter. Et une fois que tu es connecté sur OneDrive, tu vas dans mes fichiers et tu vas retrouver ici les fichiers que tu avais synchronisés depuis ton PC Windows. Si tu veux déplacer des choses de ton compte Microsoft vers ton PC, tu peux cocher ici. Ensuite, tu fais télécharger. Il va tout télécharger dans le répertoire téléchargement qui est ici. Il fait un fichier zip en général. Il suffit de cliquer droite, extraire, et puis tu peux aller récupérer ce qui est dedans et le glisser dans tes documents. Comme ça, tu auras pu récupérer tout ce que tu avais synchronisé. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante, les applications. Tu vois qu'Ubuntu installe des applications par défaut. La première application, c'est Firefox. Firefox est l'équivalent de Chrome ou de Edge. C'est un explorateur d'Internet. Ça fonctionne exactement de la même manière. Par défaut, il vient avec le moteur de recherche Google, donc tu n'es pas du tout dépaysé. Tu peux faire une recherche ici. Tu vois qu'on peut aller voir les dernières nouveautés sur Ubuntu 26. Ça fonctionne vraiment comme tu as l'habitude avec Chrome. Tu peux te contenter de Firefox. Toutefois, certains sites web ne fonctionnent pas bien avec Firefox
Pas parce que Firefox n'est pas bon, tout simplement parce que les développeurs du site web n'ont pas testé sur Firefox. Ils ont testé sur Chrome, ils ont testé sur Edge de Microsoft, mais ils n'ont pas testé sur Firefox. Moi, ce que je propose, c'est toujours d'installer au minimum Chrome, même si tu ne l'utilises pas. Au moins, tu peux basculer dessus si tu as un problème avec une page qui ne s'affiche pas. Alors, pour installer Chrome, c'est très facile. Tu tapes Chrome, installation Ubuntu. Ne prends jamais ce genre de réponse. Tu dois toujours aller vers Google, le site officiel. Tu vois ici le site officiel de Google. Même s'il est en anglais, c'est pas grave. On comprend ce qu'il dit. Download, c'est télécharger et installe. Tu cliques dessus. Ne t'inquiète pas, il va bien l'installer en français. Et tu vois qu'ici, il t'explique comment installer. Tu prends Linux, tu choisis Linux et tu verras qu'il y a un lien vers les fichiers d'installation. Tu vois, il bascule en français. Tu appuies sur télécharger Chrome et il va te proposer deux choix. Soit un fichier .deb pour les familles de Linux Debian, soit les fichiers RPM qui est plutôt pour les familles Linux Fedora OpenSUSE. Nous, on est sur la famille Debian puisque Ubuntu est un dérivé de Debian. Donc, tu choisis bien Debian, tu fais accepter et installer. Et il va télécharger Chrome. Une fois qu'il est téléchargé, tu cliques dessus. Il va te demander de l'ouvrir soit avec le FireRoller. Ne prends pas ça, ça c'est vraiment un dézipper, donc c'est pour décompresser un fichier. Ici, on sait que c'est une application, donc tu choisis centre d'application, ouvrir, et il va installer Chrome. Ça va aller très très vite. Tu cliques sur installer. Forcément, il te donne des petits messages d'alerte, c'est normal puisque tu as téléchargé une application et tu ne l'as pas installée depuis Ubuntu directement. Du moment que tu sais exactement que tu allais le chercher sur le site officiel de Google, il n'y a pas de risque, on peut l'installer. Quand c'est terminé, il indique que c'est installé, tu peux fermer ceci. On retourne dans le centre d'application ici en bas et on va aller chercher Chrome. Souvent, il se met dans la deuxième page. Tu cliques deux fois dessus. Il te demande si tu veux choisir comme par défaut, je vais mettre non, puisqu'on veut garder Firefox par défaut et on ne veut pas non plus envoyer ces données chez Google pour les statistiques. On clique OK et on a bien Chrome qui est installé ici. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te connecter. Comme ça, tu vas connecter ton Chrome avec ton compte Gmail. Donc, tu retapes comme tout à l'heure ton compte, ton mot de passe. Il va de nouveau te demander de t'authentifier sur un autre appareil. Et quand c'est fait, il te demande d'activer la synchronisation, ce que j'accepte. Il te demande toujours, ça c'est une obligation légale en Europe, quel moteur de recherche tu veux utiliser. On va choisir Google par défaut. Et on a ici l'application Chrome. Donc ça, c'est vraiment exactement le même Chrome que tu trouves dans Windows. Donc tout ce que tu fais dans Chrome, dans Windows, tu pourras le faire ici dans Ubuntu. Il n'y a vraiment aucune différence. Tu peux aller voir tes emails, tu peux aller voir tes images que tu as stockées sur ton compte Google. Tu cliques ici, tu peux aller voir ton Drive. Donc ça, c'est exactement les mêmes fichiers qui sont synchronisés de l'autre côté. Ce qui est sympa, c'est que si tu vas dans les favoris, ici, je vais afficher la barre de favoris et tu retrouves les favoris que tu avais de l'autre côté. Alors, ce qui est sympa, c'est que tu cliques ici sur le petit bouton qui est ton nom de login. Et normalement, tu devrais voir ici que la synchronisation est active. Si tu avais des mots de passe, ils ont été synchronisés avec ton compte ici local. Souviens-toi, j'avais un mot de passe Microsoft. Il est bien ici. Et donc, on a bien synchronisé les mots de passe. C'est exactement la même chose pour les favoris. Alors, ce qu'on peut faire maintenant dans Firefox est récupérer ces favoris et ces mots de passe qu'on avait sauvegardés dans les fichiers. Donc, tu cliques ici sur le menu et tu vas mettre marque-page et tu vas dans organiser les marque-pages ici en bas. Et là, tu auras normalement un menu pour importer et sauvegarder les marque-pages. Tu cliques dessus, tu mets importer les marque-pages au format HTML puisque c'est comme ça qu'on les a sauvegardés. Il va te lancer un explorateur de fichiers. J'avais sauvé ça dans Documents. Et donc, tu peux aller récupérer ceux que tu avais stockés dans les fichiers HTML. Donc, les retrouves tous ici. Tu les fais un par un, tu fais choisir. Et une fois que tu les as synchronisés, il faut juste aller les récupérer. Ils sont ici dans menu des marque-pages. Tu peux un petit peu développer et normalement, tu vas les trouver avec le même nom. Tu peux les sélectionner et éventuellement les déplacer, par exemple, dans barre personnelle. Et voilà, ils sont venus s'afficher ici. On peut aussi importer ces mots de passe. On va dans le menu ici en haut à droite. On va choisir paramètres, général. Et tu vois qu'il y a un bouton importer des données. On clique dessus. Et il te demande ce que tu veux importer, donc importer depuis un fichier. On va dire quel type de fichier on a, donc les mots de passe c'est un fichier CSV. On va aller choisir les mots de passe de Chrome par exemple. On clique sur choisir et voilà, il aura automatiquement détecté le nouveau mot de passe. C'est terminé. On fait la même chose une deuxième fois avec les mots de passe de Edge, choisir et il a importé les mots de passe. Voilà, maintenant on a terminé avec Firefox. On a récupéré ses favoris, on a récupéré ses mots de passe et tu peux utiliser Firefox comme tu utilisais normalement Edge ou Chrome.
Et si vraiment tu as un problème sur un site web, tu peux toujours rebasculer sur Chrome pour aller voir ce site web. Alors il est aussi possible de créer un compte. C'est un petit peu le même fonctionnement que Chrome. Et donc ici, tu peux te créer un compte pour synchroniser. Comme ça, chaque fois que tu changes de PC, tu resynchronises ton compte Firefox et tu vas retrouver tes paramètres et tes mots de passe sur tous les PC où tu utilises Firefox. La deuxième application qui est installée, c'est Thunderbird. Thunderbird, c'est la messagerie comme Outlook. Donc tu cliques dessus et c'est une messagerie qui te permet de gérer tes emails, tes carnets d'adresses, tes contacts, ton agenda. Tu mets ton nom, tu mets ton email complet et lui va détecter pour la plupart des emails comme Gmail, Microsoft, Hotmail, etc. Il va détecter automatiquement, il va connecter ton email. Donc, une fois qu'il a détecté, il te demande de confirmer ce que tu veux faire. En général, IMAP, c'est l'idéal parce que ça va synchroniser entre ton PC et ce qui est encore dans le cloud. Donc si tu utilises encore le cloud, c'est l'idéal. Pop, il faut éviter de choisir parce que Pop, il va prendre une copie de ce qui est dans le cloud et tu vas retrouver avec deux versions différentes. Donc IMAP, c'est une espèce de synchronisation entre les deux. Terminé. Il va te demander de te reconnecter. C'est tout à fait normal, c'est le système d'authentification. Bien sûr, il y a de nouveau une vérification en 2 étapes. Une fois que tu as fait la vérification en 2 étapes, tu autorises et ton Thunderbird est à présent synchronisé au niveau du carnet d'adresses, de l'agenda, etc. Il suffit de fermer cet écran-ci et celui-ci et tu vas tomber sur ta boîte d'entrée avec tous tes mails que tu vas retrouver ici, ton carnet d'adresses, ton agenda, tes notes, tes tâches. Ça fonctionne de manière assez similaire à Outlook. Troisième application intéressante, c'est LibreOffice. C'est une suite Office, un petit peu comme Microsoft. Donc LibreOffice Writer, ça c'est l'équivalent de Word. Donc je vais l'ouvrir ici. Tu vois que ça ressemble vraiment assez fort à Word. Tu peux taper des choses. Si tu fais une faute d'orthographe, il va te le signaler comme dans Word. La grosse différence, c'est la barre d'outils qui est ici à droite. On retrouve les mêmes outils ici en haut, mais LibreOffice a l'habitude de mettre des outils ici à droite. On va pas trop entrer dans les détails de cet outil dans cette vidéo, mais tu peux trouver énormément de tutos pour voir comment fonctionne l'outil. Petit détail important, une fois que tu as créé ton document, tu peux l'enregistrer. Si tu cliques juste sur enregistrer, il va par défaut l'enregistrer dans un format ODF. Donc le format ODF, c'est un format universel libre et que LibreOffice va utiliser par défaut. Si tu veux l'enregistrer sous un autre format, tu cliques sur la petite flèche ici et tu peux aller chercher le format Office 2010 365. Tu cliques ensuite sur enregistrer. En général, c'est très compatible avec Office. Bien entendu, il te demande de confirmer puisque lui, par défaut, il préfère utiliser le format ODF. Tu peux confirmer et il va enregistrer en format Office 365. Les autres applications LibreOffice, elles ne sont pas dans le lien ici, mais si tu cliques sur le lanceur d'applications, on va écrire Libre ici en haut et comme ça, tu vas trouver les autres applications. Donc Writer, c'est l'équivalent de Word. Draw, c'est un outil de dessin. Math, c'est vraiment pour faire des formules mathématiques. Ça n'existe pas dans Office 365. Calc, c'est le tableur, c'est l'équivalent d'Excel. Et Impress, c'est l'équivalent de PowerPoint. L'outil qui est le plus différent, je pense que c'est Calc, parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dans Calc et qui existent dans Excel. Toutes les macros, tu ne pourras pas les récupérer dans Calc. Et donc là, c'est une grosse limitation. Si tu as vraiment l'habitude de travailler avec Excel et des macros, ça sera extrêmement compliqué d'utiliser Calc. Là, on a passé en vue les applications par défaut. Maintenant, il y a peut-être des applications que toi, tu désires et que tu veux installer. Il y a le centre d'application qui est ici. Tu cliques dessus. Si tu cherches, par exemple, VLC, donc qui est un visionneur de vidéos, tu cliques là. Il l'a trouvé. Tu peux cliquer sur installer et il va l'installer automatiquement. Alors, petit détail, tu vois ici qu'il y a marqué canal. Donc, Ubuntu, il distribue ses applications via plusieurs canaux. Tu peux choisir le canal que tu veux. Moi, en général, je laisse le canal par défaut, donc qui est le candidate. Tu vois que tu peux aller chercher des versions bêta, mais en général, on laisse le canal par défaut. Tu cliques installer. Il te demande évidemment ton mot de passe. Il le télécharge et il l'installe assez rapidement. Quand il a fini l'installation, tu vois que tu peux appuyer maintenant sur ouvrir. Tu cliques et il va lancer l'application. Tu peux chercher d'autres applications que tu connais. Tu tapes ici dans la barre de recherche les applications que tu veux installer. Si tu ne les trouves pas, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas les installer. Ça veut juste dire que les gestionnaires d'Ubuntu ne gardent pas une version chez eux. Et donc, ce que tu peux faire, c'est chercher sur Internet, un petit peu comme on a fait pour Chrome, voir s'il existe un package deb qui peut être installé. Tu cliques dessus, tu le télécharges et tu pourras l'installer. Fais quand même attention de t'assurer que l'origine de fichier est toujours la bonne et ne va pas télécharger n'importe quoi sur n'importe quel site web. Si tu dois installer une imprimante, à nouveau, on part sur le bouton ici en bas à gauche, on clique dessus, on va dans la barre de recherche, on cherche imprimante. Tu vois qu'il y a imprimante, ajouter une imprimante, tu cliques dessus et la plupart du temps, il va détecter automatiquement ton imprimante. Moi ici, j'ai installé une vieille imprimante USB, il a automatiquement détecté cette imprimante. Tu cliques dessus, tu vois que tu peux aller dans les options et imprimer une page de test et moi, ma page s'est imprimée directement. Tu vois qu'il a détecté une autre imprimante qui est une imprimante réseau.
Donc normalement, la plupart des imprimantes s'installent assez facilement. Pour les imprimantes professionnelles, souvent c'est un petit peu plus compliqué parce que les drivers ne sont pas toujours supportés pour Linux. Mais des imprimantes comme HP, Canon, il y a énormément de chances qu'elles fonctionnent sur Linux. J'ai poussé l'exercice jusqu'à tester le scanner et donc tu vas de nouveau dans l'application, tu tapes scanner. On voit numériseur ici. Tu lances l'application numériseur. Tu vois qu'il recherche le périphérique. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est comme avec Windows, c'est toujours un peu compliqué les scanners. Tu choisis le scanner. Moi, j'avais choisi le premier, ça ne marchait pas, mais en choisissant le deuxième, ça a fonctionné. Tu cliques dessus, tu lances la numérisation ici avec le bouton en haut à gauche et ça numérise. Tu peux stocker en PDF. Ça fonctionne sur Ubuntu comme ça fonctionne sur Windows. Dernier point, certains me l'ont demandé dans les commentaires, tu peux aussi aller voir les pilotes. Donc si tu as des composants un petit peu particuliers, tu peux cliquer ici pour aller installer des pilotes additionnels. Moi, je n'ai pas dû le faire, mais si tu en as besoin, tu peux aller les télécharger et tu peux appliquer ici les changements pour ajouter des pilotes pour des cartes graphiques ou des cartes audio qui ne fonctionneraient pas par défaut dans Ubuntu. Comme je t'ai prévenu la première fois, moi ce que je t'invite à faire, c'est avant d'installer Ubuntu, vérifier que tout ton matériel un peu spécial dispose des pilotes nécessaires, parce que si tu ne les trouves pas là, malheureusement, souvent, tu vas devoir te mettre au terminal pour taper des lignes de commande et mettre à jour des pilotes ou mettre à jour des programmes pour arriver à faire fonctionner ta carte ou ton composant un petit peu spécial. Voilà, on a fait un tour rapide d'Ubuntu, on a découvert les principales différences qu'il y a entre Ubuntu et Windows. On a fait tout ça sans ouvrir une seule ligne de commande, mais pour te rassurer, une ligne de commande, c'est exactement ce qui se trouve derrière chacun des boutons. Je vais te montrer ça en un instant pour un petit peu démystifier le terminal. Tu vois, j'ai lancé un terminal. Si je tape Firefox, entrée, tu vas voir qu'il va charger Firefox exactement de la même manière que je l'aurais lancé via le bouton. Et tu vois d'ailleurs qu'il a détecté que j'avais lancé Firefox puisqu'il y a le petit point rouge à côté. Donc la ligne de commande, il ne faut pas en avoir trop peur. Mais si un jour tu dois taper une ligne de commande, rassure-toi, c'est assez facile. Et souviens-toi que derrière chacun de ces petits icônes, en fait, il y a une ligne de commande. J'espère que cette série de vidéos sur Linux t'a plu et j'espère te revoir très bientôt sur ma chaîne.